Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, je reçois un homme avec plusieurs casquettes que je vais laisser se présenter. Bonjour monsieur Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye, je m'appelle Abdoulaye Savare et je suis un professionnel du tourisme et un promoteur culturel. Et je suis dans le métier il y a plus de 23 ans, guide touristique en premier lieu, chef d'agence, professeur associé des universités et le promoteur du Festival international du Sahel. Ça répond à l'homme aux casquettes multiples que je disais tout à l'heure. Donc, monsieur Savare, vous êtes guide de profession aussi. Savare, on va démarrer par cette question qui me préoccupe beaucoup, c'est-à-dire ce métier de guidage. Actuellement, quel est son avenir? Parce que je constate qu'il y a beaucoup de concurrence qui menace ce métier-là avec, je ne dirais pas des amateurs, mais je dirais avec des gens, des jeunes, avec la tendance qui fait que, du fait que les gens font la promotion du tourisme local, beaucoup de gens développent des activités touristiques et dont on ne voit pas la présence des guides. Donc, selon vous, l'avenir de votre métier, c'est quoi? Merci pour cette question. Le guide touristique en tant que tel est un élément fondamental du tourisme pour tout ce qui est voyage organisé. Quelle que soit la conception que vous faites du circuit et du produit que vous voulez vendre, le guide reste incontournable et c'est à peu près 70% du voyage organisé. Vous savez qu'avec le tourisme local qu'on est en train de mettre en place, beaucoup de gens sont mis dans ce filon et pour l'essentiel, c'est des néophytes, des gens qui n'ont jamais eu à faire du tourisme. Et il s'adresse à une clientèle aussi qui n'a pas encore une bonne maîtrise du tourisme, qui, grâce ou malheureusement dû à l'effet Covid, ont commencé à essayer de découvrir l'intérieur du pays. Ce que l'on montre dans la journée comme spot, comme paysage, les suffit largement. Mais nous pouvons aller plus loin, car il ne suffit pas d'aller dans un endroit. Il est important de savoir l'historique, savoir l'interprétation de la nature ou du produit que vous consommez. Et ça, c'est le rôle du guide qui peut le faire. Mais jusqu'à présent, tous les jeunes qui sont dans ce filon n'ont pas encore intégré les guides, mais ils seront obligés d'y aller. Car avec la maturation de la clientèle locale, ils seront beaucoup plus exigeants et le guide aura toujours son rôle à jouer. Et le Sénégal s'ouvre de plus en plus vers le tourisme international. On est en train de mettre en place aussi un tourisme durable. Et pour faire ce type de tourisme, on aura toujours besoin de ces guides expérimentés. D'où le défi de la formation et aussi le défi de mieux comprendre ce métier et de mieux le valoriser. Donc, en parlant de valorisation, est-ce que s'il n'est pas temps d'aller vers la spécialisation, avoir des guides spécialisés, ça nécessite aussi une formation, un recyclage, parce qu'on voit que les clients qu'on a sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un touriste qui vient, ou bien un client qui vient, il a déjà une information générale, mais il a besoin d'aller encore plus loin et ça, c'est l'affaire de quelqu'un qui est spécialisé ou quelqu'un qui s'y connaît bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous venez de soulever quelque chose de capital, la formation dans les métiers de guide. Car jusqu'à présent, au Sénégal, nous n'avons pas un institut spécialisé dans la formation des guides. Et qui dit guidage dit une formation permanente, car il y a une évolution des produits que nous voulons vendre. Et le guide qui a la responsabilité d'assurer la consommation doit être au même niveau que la clientèle et avoir plus d'informations que ces gens-là. Et on a remarqué au Sénégal, depuis une quinzaine d'années, tous les jeunes guides qui sont arrivés dans le milieu, pour l'essentiel, n'ont pas eu une formation. Nous, notre génération, on a eu la chance de tomber sur des guides qui étaient très, très expérimentés. Et on a pris le temps aussi de nous former. Car avant, pour être guide auxiliaire, au minimum, il fallait une formation d'une année avec des guides titulaires. On les doublait au quotidien. C'est après une année qu'on commençait à nous programmer pour les visites dans la journée. Et pour certains, ils étaient même obligés de faire plusieurs années avant de pouvoir prendre en charge un groupe
mais ce n'est plus le cas. Pour l'essentiel des nouveaux guides qu'on a dans le métier, ils sont formés pendant 2 ou 3 jours et on leur confie un groupe par la suite pour des circuits en 8 à 2 semaines. Ils n'ont pas la formation qu'il faut, ils n'ont pas la compétence pour faire du bon travail. D'où l'urgence pour le ministère et des institutions qui s'occupent du tourisme de mettre en place un institut de formation des guides et d'aller vers la spécialisation. Car de plus en plus, le Sénégal s'oriente vers le tourisme durable et culturel. Et qui dit tourisme durable et culturel demande des ressources humaines de qualité. Il nous faut des guides conférenciers pour pouvoir vendre le tourisme culturel. Car qui dit culture dit spécificité des différentes ethnies que nous avons. Et on ne peut pas se limiter aux visites que nous faisons dans la journée. Dans nos circuit culturel en tant que tel, il y a une conférence qui s'opère le soir après le dîner. Et ça, c'est l'œuvre des guides conférenciers. Et on n'en a pas encore au Sénégal. Et pour pouvoir vendre ce produit et aller dans ce segment, il nous faut dès à présent commencer à former des guides spécialisés dans la culture, dans la nature et autres. En plus de cela, par rapport à nos potentialités, le Sénégal, je pense logiquement, doit pouvoir être l'une des destinations phares pour le tourisme durable. Je m'explique. À travers le monde, nous avons à peu près 12 écosystèmes différents. Il y a en premier lieu les écosystèmes terrestres, qui est constitué par les forêts, les prairies, les déserts, les montagnes et les zones polaires. C'est ce qu'on appelle les écosystèmes terrestres. À côté de cela, nous avons des écosystèmes aquatiques qu'on peut subdiviser en 2 parties. Il y a les écosystèmes marins, qui est constitué par les océans, les mers, les estuaires et les corails. Et nous avons aussi des écosystèmes aquatiques d'eau douce, qui est constitué par les lacs, les rivières et les zones humides. Et comme exemple de zone humide, on peut donner l'exemple du parc du Djoudj, qui est un des fleurons des produits touristiques sénégalais. Et quand vous avez et le Sénégal a la particularité d'avoir au moins 9 écosystèmes différents parmi ces 12. D'où, logiquement, nous devons aller vers des produits orientés vers la nature et la culture. En faisant cela, ça nous permet d'élargir notre éventail d'offres et aussi de proposer un type de tourisme qui a la possibilité de conserver la nature et en même temps de donner des retombées à la population locale. Et pour ce type de tourisme, on peut l'organiser partout dans le pays. Même dans les villages les plus reculés, il a la possibilité de proposer des produits touristiques. Et pour que ce secteur puisse se développer et pour que les Sénégalais puissent en bénéficier, d'après nos analyses, moi je pense qu'on doit aller vers cela, vers le tourisme durable et toujours former nos ressources humaines vers cela. Et pour cela, nous avons les potentialités naturelles, il nous reste les ressources humaines pour l'accompagner et la communication derrière. Et actuellement, quelles sont les nouvelles tendances en matière d'offres touristiques? Oui, de plus en plus, nous parlons de tourisme solidaire, un concept qui a été développé vers les années 2006 en France, avec des théories phares comme Double Sens, qui est au Sénégal depuis 4 ans, mais qui n'est pas encore très développé. Nous avons aussi ce qu'on appelle le slow tourisme, qui est là depuis une quinzaine d'années. Moi, ma spécialité en tant que guide, c'est surtout cela. Je propose du slow tourisme depuis une quinzaine d'années. C'est une forme de tourisme qui se base sur la protection de l'environnement, qui est aussi la particularité d'utiliser les moyens de transport douces, c'est-à-dire on évite tout ce qui est bus et minibus. Les moyens de transport que nous utilisons, c'est la marche, pas des randonnées, des treks. Nous utilisons la charrette, la pirogue comme moyen de transport. C'est une manière aussi de moins impacter sur la pollution et diminuer notre cachet carbone. Et le Sénégal a aussi des potentialités énormes dans ce secteur et qui demanderaient aussi à être accompagnés pour qu'on puisse offrir autre type de tourisme que le tourisme de découverte qui est là au Sénégal depuis une quarantaine d'années, qui est à plusieurs niveaux arrivé à saturation. Il va continuer à exister, mais les gens demandent d'autres formes de tourisme et d'autres formes de produits de plus en plus. Vous êtes l'initiateur du Festival du Sahel qui prend de plus en plus d'ampleur. Pouvez-vous revenir un peu sur ce festival-là?
Le Festival du Sahel a été initié en 2009 et il se veut un lieu de rencontre et d'échange des peuples du Sahel. Il se déroulait dans le désert de Lompoul. Pour cette année-ci, nous allons présenter avec l'agence Artecom, l'agence qui organise ce festival, sous le nom de Festival international du Sahel. Et le nouveau concept nous pousse à l'organiser sur 5 jours au lieu de 3 au préalable. 2 jours d'atelier, de formation au niveau du site et 3 concerts qui se feront le vendredi, le samedi et le dimanche, avec des animations culturelles pendant les 3 derniers jours du festival. Et à côté de cela, nous allons faire des pré-événements, aussi bien au Sénégal, mais aussi dans les pays limitrophes. Nous prévoyons d'en faire une au mois d'octobre dans la zone de Diogo, pour mieux impliquer la population locale et aussi pour mieux sensibiliser la population par rapport à l'importance de ce festival. Le Festival international du Sahel est un marqueur identitaire du pôle Nord, au même titre que le Festival de jazz de Saint-Louis. Des événements pareils permettent de faire la promotion de ces zones et aussi de développer le tourisme dans ces localités. Et ça permet aussi de mieux vulgariser le nouveau site de l'Oasis du désert, qui ouvre aussi un nouvel type de produit touristique au Sénégal, ce qu'on appelle un géosite. Car il faut reconnaître que l'essentiel de nos sites naturels, pour l'essentiel, sont des géosites. Un géosite, c'est un site qui a une particularité écologique. Et au Sénégal, comme le lac Rose, on peut le citer en exemple, c'est un géosite. Car avoir un lac de coloration rose, ça court par les rues. C'est l'attraction principale. Mais ce concept en tant que tel se développe de plus en plus. Et à travers le ministère des Mines et de la Géologie, le Sénégal est en train de développer tout un produit de géosites et de géoparcs. Et le premier géoparc qui est en préparation va se faire dans la région de Kédougou. De ce fait, l'Oasis du désert en tant que tel constitue une innovation majeure pour le tourisme sénégalais. Et le Festival international du Sahel va accompagner cette innovation et aussi à l'ambition de s'exporter. L'Oasis va rester toujours le site officiel du festival, mais des pré-événements vont être organisés en 2025, éventuellement dans d'autres pays du Sahel, pour une meilleure vulgarisation de ce festival, mais aussi pour mieux vendre la destination Sénégal. Mais est-ce que ce festival est inscrit quelque part sur les calendriers, au niveau des agences de voyage, pour que ça puisse être publié à l'international, pour que les touristes puissent, à travers ce festival, venir au Sénégal pour découvrir ça aussi? Oui, c'est vrai que c'est parce qu'il est resté pendant un moment aussi sans être organisé en tant que tel. Et pour cela, il faudrait qu'on soit beaucoup plus assidu, sur au moins 3 à 5 ans, pour que l'événement soit pris en compte dans le calendrier culturel. Et pour cela, il nous faut impérativement un accompagnement venant des institutions et aussi venant de nos partenaires pour pouvoir pérenniser l'événement en tant que tel. Car le Festival du Sahel, international du Sahel en tant que tel, se veut un lieu d'échange et de compréhension des différents peuples. Et les thématiques qu'on a choisies cette année-ci, ce sera la paix, la fraternité et la solidarité dans le Sahel. Car souvent, nous habitons dans un espace qu'on appelle le Sahel, avec des cultures et des peuples très différents, mais on ne se fréquente pas au quotidien. Et quand vous ne connaissez pas la culture de l'autre, souvent vous avez du mal à vous ouvrir à ce dernier. Et créer des événements pareils permet une meilleure compréhension de ces différentes cultures, et ça crée à la longue une fraternité qui est beaucoup plus importante. Et l'Afrique est actuellement dans cette dynamique. Il faudrait que tous ces peuples et tous ces pays se regroupent pour qu'on aille ensemble vers la souveraineté économique. Et l'état actuel du tourisme, avec le nouveau gouvernement, actuellement, quels sont... Il y a pas, on ne sent pas beaucoup de mouvements ou... Le tourisme sénégalais a subi des soubresauts depuis plusieurs années. Mais pour pouvoir l'analyser, il faudrait l'analyser par rapport aux différentes destinations qui existent dans le territoire. Nous avons 6 pôles touristiques au Sénégal. Et le développement de ces 6 pôles, ou l'état de développement de ces différents pôles n'est pas le même
Si je démarre par le pôle de Dakar, par essence, qui est Dakar et environ, c'est un pôle qui a toujours fonctionné, qui est proposant du tourisme d'affaires. Et qui dit affaires, dit même en période de crise, les gens continuent à découvrir ce pays-là. Ce pôle a toujours fonctionné. Si je prends l'exemple du pôle Nord, Saint-Louis, depuis quelques années, Saint-Louis stagne, car l'accès n'est pas évident, c'est pas la route. Quand il y avait les charters et autres, Saint-Louis était beaucoup plus attractif. Et en plus de cela, les offres que nous avons de visite par rapport à Saint-Louis sont limitées par rapport à la potentialité de la zone. On gagnerait à créer beaucoup plus d'animation dans la journée, ce qui permettait de rallonger les séjours dans la zone nord et aussi de créer de nouveaux produits vers la zone du Ferlo et de Matam, car il y a du potentialité qui n'est pas exploité. Si je viens dans le pôle Ciné Saloum, le Delta est un paradis terrestre qui offre des possibilités et des potentialités touristiques énormes. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore mis en valeur. Et pour ce faire, dans toutes les grandes destinations, pour chaque pôle, les gens s'organisent à avoir un directeur de destination qui a la responsabilité de décliner la politique touristique et de fédérer toutes les activités qui sont dans la zone. En le faisant, ça permet de mettre en place des plans de développement des pôles et avoir aussi un métronome qui a la possibilité de dérouler ce programme. Et au Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas encore cela. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle des chefs de service régional du tourisme? Le chef de service, l'inspecteur, joue un rôle important. Mais ça doit aller plus loin que l'inspecteur. Car le tourisme en tant que tel, c'est un conglomérat d'acteurs qui sort du tourisme. Les acteurs culturels, la population locale a son mot à dire. Il faudrait quelqu'un de plus neutre qui a la possibilité de fédérer toutes ces activités. Et pour le plan de développement en tant que tel, il doit être pensé à la base, suivant les potentialités des zones, et ça doit être porté par la population locale. Et un directeur, je pense, serait beaucoup plus libre pour décliner ce type de programme. Un inspecteur, la plupart du temps, il déroule les programmes venant de l'État, mais il n'a pas les coups de franche pour pouvoir, la plupart du temps, insuffler un développement dans une zone. Voilà. Je pense que l'idéal, c'est d'aller vers cela et aussi de renforcer tout ce qui est office de tourisme et syndicat d'initiative. Car pour la création de produits touristiques de qualité, il faut que ces offices de tourisme et ces syndicats d'initiative soient outillés pour faire leur métier. Et pour cela, il faut un accompagnement toujours venant de l'État pour les équiper. Et aussi initier des formations régulièrement pour recycler les guides et aussi les imprégner par rapport aux besoins de la localité. Car chaque pôle a ses spécificités et a une demande différente d'une autre. Nous avons d'autres pôles, celle du Sénégal oriental, qui, d'après moi, rien que le Sénégal oriental peut faire du Sénégal une destination phare en Afrique. Car nous avons des écosystèmes dans la zone qui contrastent avec le reste du Sénégal. Et en allant au Sénégal oriental, c'est comme un peu si on allait vers les Guinées. En fait, il y a un potentiel à développer. Mais jusqu'à présent, la destination en tant que telle est à la phase de concrétisation. Le développement est très très faible. Il y a beaucoup d'efforts à faire dans la zone. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'accès, surtout parce que là-bas, un problème de temps, les clients qui n'ont pas assez de temps pour leur séjour? L'accès n'est pas simple, car il faut compter 12 heures à 13 heures de route pour les 700 km. Il faut compter 2 jours de route pour pouvoir découvrir la zone. L'idéal, c'est de rester 3 nuits à 4 pour faire. Et en plus de cela aussi, sur place, nous avons des offres touristiques, mais qui ne sont pas visibles. Il manque une communication et une coordination aussi des offres. Vous pouvez venir dans la zone et ne pas avoir connaissance des possibilités de visite que vous avez dans la zone. Et là, un syndicat d'initiative ou un office pourrait jouer ce rôle et pouvoir être un lieu d'accueil où aussi bien le Théo ou le visiteur privé arrivé sur place pour avoir la palette de visites à avoir aussi des guides relais sur place pour le faire. Nous avons des guides pour l'essentiel, mais éparpillés, il n'y a pas une bonne organisation pour pouvoir en disposer. Je pense qu'on gagnera ça. Et aussi, il y a l'aspect hébergement aussi. Le Sénégal oriental a besoin
d'être beaucoup plus équipés sur le plan de l'hôtellerie. Car jusqu'à présent, l'hébergement est très très limité par rapport à la potentialité de la zone. J'ai vu récemment que l'ASPT veut mettre sur place des maisons du tourisme, je pense, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ça pourrait régler en quelque sorte certaines gaps dans ce secteur côté information ou orientation? Je ne sais pas concrètement l'idée qu'a derrière la tête le docteur Adam Ndiaye en le proposant, mais si c'est destiné aux différents pôles, je pense que ça peut être une excellente chose. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au directeur de destination. Ça pourrait jouer ce rôle fédérateur du pôle et aussi mettre en branle la politique touristique qu'on va mettre dans la zone. Mais je ne sais pas exactement l'ambition qu'il a par rapport aux maisons de tourisme. Tout en allant dans ce sens-là pour la promotion, c'est l'occasion pour moi de dire que pour mieux promouvoir la destination Sénégal, nous devons faire appel aux guides touristiques expérimentés. Car il n'y a pas un meilleur acteur du tourisme que le guide pour vendre une destination et pour comprendre la clientèle étrangère. Et Dieu sait qu'au Sénégal, nous avons des guides expérimentés qui ont plus d'une cinquantaine d'années, qui ont une bonne maîtrise de ces différentes nationalités, mais qui ne sont pas souvent associés à la promotion de la destination. Et le Sénégal gagnerait à impliquer plus les guides pour la promotion. Et je proposerais aussi qu'on ait des attachés touristiques au niveau des ambassades qui auront pour rôle de vendre la destination, de faire des roadshows, de créer des liens entre les théo et agences des pays émettrices et de pouvoir drainer ces populations, ces visiteurs vers le Sénégal. Une dernière question, les attentes des acteurs par rapport à ce nouveau régime. Par rapport à ce nouveau régime, je pense la première chose que les professionnels du tourisme attendent, c'est remettre en place la réglementation touristique. Car jusqu'à présent, les textes que nous avons datent de très très longtemps et de revoir aussi la promotion que nous mettons en place. Il faudrait une promotion beaucoup plus efficace avec tous les acteurs du secteur en premier lieu. Et y mettre aussi les moyens qu'il faut. Ne pas se limiter aux grands salons traditionnels, mais aller vers les salons de province. Et aussi étendre les marchés émetteurs existants. Le Sénégal est très présent en France et dans les pays francophones. Mais nous avons d'autres marchés émetteurs, comme les pays scandinaves, l'Allemagne et autres, qui demandent à être démarchés. Et le Sénégal gagnerait mieux à aller vers ces zones-là. Et sur le plan national, je pense une meilleure fluidité du transport touristique et aussi l'accès beaucoup plus simple au niveau des sites nous aiderait à avoir plus de clientèle. Et actuellement, nous avons un souci majeur, c'est par rapport à l'accès sur l'île de Gorée, qui constitue un problème pour nous, acteurs du tourisme. Quand nous avons des demandes pour des gens voulant aller à Gorée, nous avons toutes les peines du monde pour y accéder. Et pour sortir de l'île aussi, c'est la croix et la bannière. Alors qui sait l'île de Gorée et l'importance qu'il a par rapport au Sénégal, l'île de Gorée reste toujours le site le plus visité. L'accès doit être simple et facile pour les acteurs du tourisme. Et là, c'est un appel que nous lançons au ministère du Tourisme et aux différents ministères tournant autour de cela pour qu'on puisse trouver une solution pendant cette période d'été pour que l'accès soit beaucoup plus simple pour nos visiteurs et pour les touristes qui veulent visiter la destination Sénégal. Monsieur Souaré, votre dernier mot avant la fin de cette émission. Abdoulaye, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler du métier du tourisme et de la culture qui me passionne. Mais je reste très très confiant par rapport à l'avenir du tourisme sénégalais. Car le plus dur, c'est d'avoir des ressources humaines de qualité. Et le Sénégal a ces ressources humaines. Nous avons aussi un potentiel énorme, aussi bien sur le plan des sites touristiques. Nous avons aussi une culture qui est très variée et qui demande à être découvrir. Et notre atout majeur reste toujours le teranga, la teranga sénégalaise, l'accueil des Sénégalais. Rien que ça, on peut faire de ce pays l'une des meilleures destinations à travers le monde. Merci encore, M. Souaré.
C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de e-Tourisme TV. Et vraiment, vous nous avez gratifié avec des informations tellement utiles. Et je pense que ce seront des informations du moins qui seront utiles à nos autorités qui sont au niveau des ministères et en charge du secteur touristique. Chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.